Bonsoir et merci de vous joindre encore une fois pour votre émission Zoom Sur. Alors parlons ce soir d'agriculture. Et le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a supervisé jeudi dernier, à partir du barrage El Lekreya, wilaya du Hod El Gharbi, le lancement de la campagne agricole 2022-2023. Cette actualité nous offre l'occasion, l'opportunité d'ouvrir une fenêtre, si nous pouvons dire, sur la situation de l'agriculture en général en Mauritanie et les stratégies et politiques mises en œuvre par l'État pour le développement du secteur et la réalisation de la sécurité alimentaire dans notre pays. Alors pour en parler ce soir, nous sommes déjà avec Monsieur Mohamed Ahmed Bennan, qui est conseiller technique du ministre de l'Agriculture chargé du SILS. Également, pour nous accompagner ce soir, M. Abdallahi Oulbaba Zeyad, qui est directeur de la planification des statistiques, de la coopération et du suivi évaluation. Bonsoir messieurs et merci de vous joindre à nous. Alors avant d'entamer le débat, parlons et commençons par revenir sur les temps forts du lancement de la campagne agricole 2022-2023 par Bokar Baylaba. La campagne agricole 2022-2023 intervient dans le contexte de la politique suivie par le gouvernement inspirée par les instructions du président de la République tendant à valoriser le produit agricole. Ainsi, le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a été édifié à travers un film documentaire sur la situation du secteur, les pas franchis dans ce domaine ainsi que les efforts de l'État pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le ministre de l'Agriculture, Adama Bokar Soko, a indiqué que le département, dans le cadre de la poursuite des efforts de développement du secteur, a pris une série de mesures et dispositions nécessaires permettant d'assurer la disponibilité des intrants agricoles et l'accompagnement des agriculteurs. Il a appelé à saisir la nouvelle dynamique qu'imprime le président de la République. Une dynamique qui permet des productions agricoles performantes et résilientes, créatrices de richesses et d'emplois. La cérémonie a été aussi marquée par les interventions du président de la Fédération nationale des agriculteurs de Mauritanie, du président de l'Union nationale du patronat mauritanien, du président du conseil régional du Hod El Gharbi et du maire de la commune de Teidouma. Dia Adama Oumar, Zine El Abidine Cheikh Ahmed, Khatar Oul Cheikh Ahmed et Zidour Mohamed Mahmoud ont insisté sur l'importance de la promotion des techniques et pratiques culturelles résilientes au changement climatique. En d'autres termes, une agriculture qui crée des emplois et contribue au développement du pays. Au cours de la cérémonie, le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a suivi un exposé sur les actions entreprises pour assurer la réussite de la campagne agricole cette année. Les responsables des sociétés relevant du ministère de l'Agriculture ont organisé une exposition de produits cultivés et fourni au président de la République des explications détaillées sur les innovations introduites dans le domaine de la recherche de l'autosuffisance alimentaire. Ces innovations concernent la culture du fourrage vert, l'introduction de la mécanisation agricole, la construction de bassins de retenue d'eau pour l'irrigation de superficies à cultiver, entre autres. Durant les 12 prochains mois, l'État s'emploiera à améliorer la productivité et la compétitivité du secteur agricole dans un souci d'atteindre à court terme l'autosuffisance en produits essentiels. Qui dit campagne agricole dit aussi les ressources hydriques. Sans eau, point d'agriculture. D'où l'importance des retenues d'eau comme les barrages pour la pratique des activités agricoles. Justement, le barrage de l'Egrailleur dans la Moukata de Timchiket fait partie des ouvrages de nature à satisfaire les agriculteurs. Le barrage est le plus important ouvrage de ce type au niveau de la Moukata en termes de production de takalit, autrement dit le mil. Cette grande retenue d'eau permettra ainsi de s'adonner au maraîchage et à d'autres types d'agriculture dans la zone. Les habitants rencontrés dans la zone de cette grande retenue ont justement salué les réalisations engagées par les pouvoirs publics, notamment celles touchant à l'agriculture. Ils ont en outre indiqué que le lancement de la campagne agricole témoigne de l'intérêt constant des pouvoirs publics pour l'agriculture, notamment la culture sous pluie. À noter que les actions prévues dans le cadre de cette campagne, qui va coûter au budget de l'État 4 milliards de nouvelles aiguillas,
concernent entre autres la réalisation ou la réhabilitation de 40 barrages et 540 digues de protection et le désherbage de 666 000 mètres sur les canalisations. Et le lancement officiel de la campagne agricole 2022-2023 est le point de départ de l'initiative de mobilisation pour le développement de l'agriculture qui s'étalera sur 3 campagnes agricoles successives. Bokar Bailaba pour cet élément. Alors, je commence par vous, à ma droite, Monsieur Mohamed Ahmed Benan. Dites-nous, est-ce que nous pouvons revenir davantage sur les enjeux de cette campagne, du lancement de cette campagne? Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je pense que cette campagne agricole intervient dans un moment assez exceptionnel dans la vie de l'agriculture en Mauritanie. Parce que tout d'abord, cette année, heureusement, les cieux ont été assez cléments, l'hivernage a été précoce, il y a eu des pluies assez bonnes en début d'année. Et cette année connaît non seulement le lancement de la campagne agricole à partir des zones pluviales pour la première fois, mais elle connaît aussi le lancement de l'initiative nationale pour l'essor de l'agriculture, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et le fait que le président de la République soit lui-même là pour lancer cette campagne, c'est assez significatif pour lui donner toute l'ampleur et toute l'importance qu'elle requiert. Cette campagne, ou le lancement de cette campagne, intervient dans un contexte international et national assez particulier, parce qu'il y a nous ne sortons même pas, nous sommes encore dans le coronavirus depuis mars 2020, avec toutes les implications et les impacts que cela a pu avoir sur la vie économique, sociale et administrative et politique d'une manière générale. Nous sommes en plein dans les restrictions qui s'en suivent, mais aussi nous subissons les effets de la guerre en Ukraine, avec tout ce que cela implique comme hausse des prix, hausse des moyens de transport et rareté, aussi bien dans les produits alimentaires que dans les intrants. Donc cette campagne, elle intervient dans un cadre très particulier. Mais nous espérons qu'avec les efforts qui sont entrepris par les pouvoirs publics, nous allons pouvoir atténuer tous ces effets et nous allons donc pouvoir atteindre les objectifs qui sont tracés et qui sont assez importants. Nous ne ménagerons aucun effort sur le plan national, je veux dire, d'une manière générale, parce que la campagne agricole, ce n'est pas seulement une partie de la nation qui est en jeu, mais c'est tout le pays qui est en branle pour arriver à réaliser des objectifs grandioses pour le pays, parce que nous savons que même dans notre zone, beaucoup de pays ont interdit l'exportation de leur production, ce qui fait que personne ne peut plus compter que sur ses efforts et sur ses productions et sur sa capacité à subvenir aux besoins des populations. Ce qui fait que les enjeux sont énormes, la vision est assez importante, la volonté politique y est, et ce qui reste, c'est la mobilisation nationale en faveur de l'agriculture et de la production nationale. Donc cette campagne est vraiment une campagne qui va marquer un tournant dans la vie agricole du pays, nous l'espérons bien, et qui va être le point de départ d'une agriculture nationale capable de subvenir aux besoins du pays. Et pourquoi pas exporter? Nous avons tous les atouts pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et pour exporter des excédents énormes dans des produits stratégiques vers d'autres pays, vers d'autres continents qui n'ont pas la possibilité de produire. Donc les enjeux sont clairs et la volonté est là. Et ce qui reste, c'est de conjuguer les efforts pour atteindre les objectifs qui sont tracés. Eh bien, merci. Dites-nous, pour revenir aussi brièvement sur la campagne, sur les enjeux, les objectifs visés, pourquoi vous avez choisi le Hôtel El Gharbi pour le lancement de cette campagne?
Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Je vous remercie. Je crois que mon collègue, monsieur le conseiller, a été complet dans sa réponse. J'ajoute seulement que le processus de relance de l'agriculture est lancé depuis quelque temps. En réalité, le démarrage de cette campagne a été précédé par beaucoup d'activités, de réflexions. Il y a eu un atelier national de préparation de la campagne, qui était donc un atelier organisé avec une approche très participative. Il a inclus tous les acteurs intervenant dans l'agriculture au sens large, c'est-à-dire tous les systèmes de production au niveau national. Donc on a tenu compte de tous les systèmes de production. Et il faut aussi dire que nous sortons d'un hivernage passé qui n'était pas du tout excellent. Malheureusement, la répartition spatio-temporelle des pluies était très mauvaise. Et l'année n'était pas du tout pluvieuse. Et c'est ce qui a conduit d'ailleurs à l'élaboration d'un plan national de riposte pour justement éviter les impacts négatifs de cet hivernage qui est très mauvais. À cela s'ajoutent les problèmes que mon collègue a cités, la crise Covid, la crise sécuritaire au niveau de la sous-région, au niveau mondial, et le problème justement de la crise en Ukraine. Maintenant, comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours orienté le secteur. Il a assigné au secteur, depuis d'ailleurs l'année passée, au niveau de l'irrigué, lorsqu'il a lancé la campagne au niveau du périmètre de Chéchié, qu'il avait même lancé les travaux dans la campagne précédente, de mettre tous les efforts. Il a instruit le département, il a lancé un appel que les gens doivent s'investir dans l'agriculture. Donc, les crises qui sont, c'est-à-dire qui se sont qu'on a traversées après, ont confirmé la pertinence de la vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. D'ailleurs, la pertinence de Tahoudati a été même confirmée depuis l'avènement de la Covid-19. Maintenant, pour revenir à votre question, il faut dire que pas mal d'efforts ont été fournis au niveau de l'irrigué. Et nous avons atteint des résultats assez remarquables. Nous sommes aujourd'hui pratiquement à 82% de taux de couverture. Nous sommes partis d'un volume d'importation de 169 000 tonnes de riz blanc dans les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, à 41 000 seulement pour l'année passée. Selon 2021. Pour l'année 2021. Pour l'année 2021. Ça, c'est vraiment un indicateur très clair que nous avons carrément donc diminué le volume d'importation. Et donc, le taux de couverture s'est amélioré. Et notre production rizicole est devenue de plus en plus compétitive. Et donc, comme vous le savez, la politique que l'État a adoptée, que les plus hautes autorités ont engagée, avec un engagement irréversible pour développer l'agriculture dans tous ces systèmes, a fait que nous devons donner la priorité à l'exploitation de notre potentiel. Comme vous le savez, les eaux de surface, surtout en zone pluviale, qui concentrent le plus grand nombre de pauvres, le plus grand nombre d'opportunités, étaient malheureusement léguées sur un second plan dans les politiques précédentes. Maintenant, le président a vu clair de lancer la campagne au niveau de ces zones pour dire que voilà, ces zones-là, c'est des zones propices. En Mauritanie, d'ailleurs, nous, notre potentiel agricole est sous-estimé. On parle de 513 000 hectares, mais en réalité, il n'y a pas une zone, il n'y a pas une wilaya en Mauritanie qui n'est pas une wilaya agro-pastorale dans laquelle on ne peut pas faire une activité d'agriculture. Et le fait de lancer cette campagne dans une zone réputée par l'agriculture pluviale, c'est pour vraiment encourager. Avant ça, nous avons mis les moyens. Après l'atelier, nous avons identifié un ensemble de mesures pour justement faire évoluer tous les systèmes de production. L'irrigué, les pluviales, les céréales traditionnelles, les cultures maraîchères, les systèmes oisiens, les cultures fourragères, dans un ensemble, dans un programme référentiel qui assure donc une évolution, un développement simultané de tous ces systèmes de production. Et là, ça a une portée politique, mais aussi une portée économique et sociale. C'est quoi? Quand on développe l'agriculture, nous avons un potentiel énorme. Quand on multiplie la construction des ouvrages de régulation d'eau, de rétention de l'eau, on crée l'activité. Et malheureusement, l'activité dans le temps était pénible.
Maintenant, avec l'introduction de la mécanisation que nous avons adoptée cette année, avec l'apport de semences de qualité, avec l'apport de machines de protection des cultures et tout cela, on crée une activité économique attrayante qui va donc provoquer un retour progressif au terroir. Et là, ça s'est confirmé par le discours de son Excellence, Monsieur le Président, qui a dit que ça y est, l'initiative est lancée pour le retour au terroir. Parce qu'il y a une activité économique, il y a une volonté. L'État a envoyé, a acheminé beaucoup d'intrants, beaucoup de matériel et a créé les conditions favorables justement pour développer l'agriculture dans toutes les zones agricoles en Mauritanie. Quand vous parlez de potentiel, par exemple, potentiel agricole au niveau de la Mauritanie, de quel potentiel parle-t-on? Quand je dis potentiel dans l'agriculture, c'est-à-dire les zones arables, les zones qu'on peut mettre en valeur, où il y a de l'eau et il y a des terres à vocation agricole. C'est ça un peu le potentiel agricole. L'eau et les terres agricoles. Et quand vous parlez... Bien sûr, il y a l'homme aussi. L'homme, Oui, justement, le potentiel humain est assez important, les ressources humaines. Vous parlez d'intrants, vous parlez de machines, mais est-ce qu'il y a le potentiel nécessaire, les ressources humaines nécessaires pour gérer justement ces machines, pour gérer une formation adéquate? Nous avons, il y a deux, quand vous me dites les ressources humaines, il y a un staff d'encadrement qui a été renforcé, largement renforcé, au niveau de toutes les délégations régionales du ministère. Mais aussi, il faut dire que le secteur rural, l'agriculture plutôt, absorbe en matière d'activité plus de 60% de la main-d'œuvre opérationnelle au niveau des zones rurales. Donc, il y a un potentiel. Et le ministère aussi a multiplié le personnel technique, les staffs d'encadrement. Et donc, il y a tout un système. La recherche aussi évolue. La formation, il y a des centres de formation, il y a l'École nationale de formation et de vulgarisation de Kaïdi, il y a des centres de formation de producteurs au niveau de Bogué, il y a d'autres centres, celui d'Ambagne, celui de... Donc, c'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, il y a une troïka, c'est-à-dire un trépied, il y a la formation, la recherche et la vulgarisation, qui sont la mission régalienne qui revient à l'État, bien sûr, avec d'autres missions telles que la protection des cultures, la protection contre les inondations et le fait même d'assurer l'accès à la terre et l'accès à l'eau. Ça sont donc les missions que l'État compte assurer et s'est engagé à travers la communication, à travers les orientations de son Excellence Monsieur le Président que nous comptons mener. Est-ce que cela rejoint rapidement, est-ce que cela rejoint l'opération d'enregistrement des agriculteurs, ceux qui souhaitent retourner sur leur lieu d'origine pour entamer les travaux champêtres? C'est ça, ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que c'était pertinent que le Président de la République a lancé sur le site même du barrage, que ça y est, l'ordre est donné. Le gouvernement a pris les dispositions pour justement prendre en charge tout ce qui est afférent au retour de ces actifs. Ce n'est pas seulement des agriculteurs. Quand les conditions sont favorables, il y a les prestataires de services, de la machinerie, du transport, du stockage, de la commercialisation. Et il faut dire aussi qu'il y a un lien organique entre l'agriculture et l'élevage. Toutes ces activités sont créées par l'environnement favorable que l'État a mis en place. Alors, parlez-nous justement, Monsieur Mohamed Ahmed Benan, de cet environnement favorable. Bien, merci. Tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que le lancement de la campagne cette année à partir des zones pluviales n'est pas fortuit et provient d'une volonté manifeste des plus hautes autorités du pays d'accorder une importance particulière à ce système productif qui, pendant quelque temps, a été délaissé ou remis en second plan. Nécessairement, ce système de production est très étendu et concerne beaucoup de zones dans le pays. Cette zone en particulier, la zone de l'Agre et de Ouelle, où se situe le barrage de l'Ugraïr, est une zone qui constitue un véritable château d'eau à partir de laquelle se déversent les eaux du Karakoro qui vont jusqu'au fleuve Sénégal au Guidimaka, et l'autre versant qui est le château d'eau aussi de la zone
de l'est du Hod, enfin du Hod occidental, c'est-à-dire le Hod Gharbi, au niveau de Tintan et de la zone d'Ayoun. Donc c'est un véritable château d'eau, les monts Avelle. On y compte environ 150 à 175 barrages et retenues d'eau qui sont toutes cultivées quand il y a de l'eau. Donc cette zone est un véritable grenier dans le temps et qui ne demandait qu'à être soutenue en période favorable, qui est cette année où il y a beaucoup d'eau. Donc le lancement de cette campagne n'est pas fortuit dans cette zone et est fait à dessein pour mettre en avant ce type d'agriculture qui était en fait pourvoyeur des besoins du pays en grains à un certain moment. Mais depuis quelques temps, les capacités de production ont diminué avec les changements climatiques. Mais cette année, nous estimons que nous allons parvenir à doubler nos capacités de production en zone pluviale, sinon plus, parce que l'année dernière, la capacité de production atteignait à peine 21% de nos besoins. Cette année, nous pensons que nous allons avoisiner les 50%, ce qui fait que nous aurons peut-être à doubler la production de l'année dernière, bien que l'année dernière ne soit pas une véritable année de référence, comme l'a dit Abdallah. Donc, je pense que les efforts qui ont été entrepris cette année ont été entrepris, comme l'a dit Abdallah, à travers un atelier concerté, un atelier de planification de la campagne agricole auquel ont participé toutes les parties prenantes, des agriculteurs, leurs fédérations, les coopératives, le ministère, avec tous les composantes, aussi bien les projets, les directions, les établissements publics et autres. Et donc, même les fournisseurs d'intrants, les privés, tout le monde a participé à cette campagne. Et la planification et la programmation a été faite sur la base des capacités réelles qui peuvent être réalisées. Donc, c'est des objectifs très, très réalistes qui ont été fixés et nous pensons que cela va pouvoir donner des résultats. Les moyens mis en œuvre, ce que l'État met en œuvre, c'est d'abord la volonté politique qui a été très forte et qui a été marquée par la présidence du président de la République. Ça, il faudrait insister là-dessus parce que ça, c'est l'effet levier numéro 1. Ce que nous allons mettre en œuvre à travers tout le spectre, c'est d'abord les pouvoirs publics qui mettent en place d'abord des facilités, qui mettent en place des moyens d'appui, parce que nous comptons cette année, dans la zone pluviale par exemple, aménager 550 digues et diguettes et clôturer 500 périmètres, approvisionner pour la valeur d'environ 160 tonnes de semences améliorées. Nous allons procéder à la correction avec des ouvrages de correction de ravinement. Nous allons mettre en place des moyens de labour, c'est-à-dire des engins. Il va y avoir la mécanisation intermédiaire à travers les charrues et les herses, ainsi que les motoculteurs, plus de 150 motoculteurs qui vont être livrés. Donc l'État met en œuvre une batterie de moyens qui vont aider les populations à pouvoir réaliser ces cultures. Les moyens ne sont pas seuls suffisants. Il y a un effort aussi d'encadrement parce que sur les 55 encadreurs vulgarisateurs qui existaient, 150 autres supplémentaires vont être mis en place pour appuyer les populations et pour les encadrer à mieux mettre en valeur leur superficie. Ces efforts vont être soutenus par la recherche et la formation qui va être en continu pour leur apporter les données techniques et les données scientifiques pour bien faire les activités. Ça, c'est du point de vue du ministère.
l'État, d'une manière générale, met en œuvre aussi un ensemble de moyens, dont les moyens qui ont été déjà mis en place pour le retour au terroir des populations désireuses de revenir dans leur terroir pour la campagne agricole, qui est une campagne générale. Effectivement, comme l'a dit Abdallahi, tout le monde concourt à la campagne. Tout le monde a un appui, a un soutien, a quelque chose à apporter à la campagne agricole, parce que, surtout dans les zones pluviales dont nous sommes en train de discuter, ces zones-là, elles s'appuient sur une masse de main-d'œuvre qui est assez importante et donc qui a besoin de beaucoup d'apports dans les zones qui sont les zones où il y a une accumulation de population qui ne fait rien ici à Nouakchott. Nous avons parlé du potentiel culturel ici en Mauritanie, également des moyens qui ont été mis en place ou qui vont être mis en place pour améliorer la situation. Selon vous, ce sera peut-être la solution pour faire décoller le système agricultural en Mauritanie ? Oui, moi je pense que le premier, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un processus de décollage de l'agriculture avec une vision qui va aller sur plusieurs années. Nous sommes déjà en train nous avons déjà programmé pour les 3 campagnes à venir pour essayer de nous approcher le maximum possible d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais après, il faudrait aussi penser à peut-être exporter. Mais ce qu'il faut d'abord, c'est que les moyens soient là. Les moyens d'abord pour travailler, ça c'est le fondamental, mais aussi les moyens pour moderniser, pour qu'il y ait un essor réel de l'agriculture. Il faut que cette agriculture soit arrimée aux nouvelles technologies, aux nouvelles techniques. C'est pourquoi nous avons bien procédé à un apport en mécanisation intermédiaire, mais aussi en mécanisation moderne avec les motoculteurs, avec les tracteurs, avec les semoirs et les planteuses. Et donc, progressivement, nous allons sortir d'une agriculture archaïque vers une agriculture moderne dans les toutes prochaines années, pour que notre agriculture soit suffisamment productive pour subvenir aux besoins du pays. Donc, si je comprends bien, M. Abdallahi, les problèmes ont été identifiés, les problèmes auxquels nous avons déjà fait face dans le passé et auxquels nous pouvons faire face dans le futur. Bien sûr. Nous avons fait l'atelier qui a été conduit donc, du 6 au 8 juin à Nouakchott et qui a regroupé l'ensemble des acteurs, a été précédé par beaucoup de diagnostics, de missions sur le terrain, de reconnaissance et tout, et pour voir vraiment les problèmes qui se posent à l'agriculture. Et il faut dire qu'en réalité, pour compléter mon collègue, d'ailleurs il a été complet, seulement j'ai dit que la stratégie adoptée par les plus hautes autorités est basée sur 2 piliers pour développer notre agriculture. Il y a un pilier solidaire. Solidaire, ça veut dire appuyer les agriculteurs collectifs, les plus vulnérables, les communautés villageoises. Et il y a un pilier investissement qui vise l'émergence d'un secteur privé actif dans l'agriculture. Et c'est là qui va permettre au pouvoir public de hisser le département à la place qui lui revient et lui permettre de jouer son réel rôle dans le développement économique et social du pays. Et là, d'ailleurs le gouvernement a adopté une approche pour une stratégie en traçant un schéma directeur d'exploitation optimale de nos ressources agricoles. Et nous avons développé une approche qui va donc, nous avons identifié des blocs de terres qui vont donc faire l'objet d'un partenariat public-privé, donc c'est-à-dire 3 partenaires, 3 P quoi, les collectivités locales, les promoteurs privés et l'État mauritanien. Donc, et ça va développer donc ce qu'on appelle le développement des projets d'agribusiness. Et là, c'est des grandes superficies, des projets, et nous prenons compte dans ce cadre-là. Parce que vous savez, et comme vous l'avez dit,
par les diagnostics qu'on a fait, c'est vrai, il faut développer l'agriculture collective, l'agriculture que j'appelle solidaire. C'est important. Ça a son apport. Ça contribue à l'autosuffisance alimentaire. Ça contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais pour impacter l'économie nationale, il faut travailler sur l'aval de la production, sur l'agro-industrie. Et ça, il faut développer des projets structurants qui ont des composantes industrielles, agro-industrielles, et qui vont permettre à la Mauritanie, comme l'a dit mon collègue, de tout d'abord assurer une offre toute l'année et jouer, faire profiter nos investisseurs de notre place stratégique, aussi bien du point de vue climatologique que du point de vue géographique. En réalité, nous pouvons produire des primeurs que nous pouvons vendre avant les pays de l'Afrique du Nord et faire écouler ça donc au niveau des marchés européens. Nous pouvons faire exactement la même chose de l'autre côté. Et donc ça, c'est des atouts. Il faut maintenant, nous, notre stratégie, notre politique, c'est de mettre à profit ce que nous avons comme atout pour justement développer notre agriculture et atteindre notre objectif alimentaire. C'est des objectifs qui sont réalistes. Il faut justement la volonté politique, et la volonté politique a été affichée par la supervision, les suivis des autorités au plus haut niveau de tout le processus de développement de cette agriculture. Le lancement de la campagne en est témoin. Il y a plusieurs appels que le président a lancés de manière ou d'une autre. Et nous, actuellement, nous sommes satisfaits qu'il y a une émergence du secteur privé qui va davantage donc consolider les acquis que l'État, les efforts que l'État a fournis pour le collectif, justement pour atteindre ces objectifs. Et là, il y a des facilités, beaucoup de facilités aussi. C'est-à-dire qu'il y a une exonération quand on importe le matériel agricole. Il y a pas mal d'exonérations qu'on fait justement pour développer cette agriculture. Et là, je crois, c'est à l'image de tous les pays de la sous-région. C'est la seule ici maintenant, il faut être... On ne parle plus de sécurité alimentaire, on parle de la souveraineté alimentaire. Cela fait partie donc de la stratégie, de la politique du gouvernement, de l'État pour favoriser, pour donner un climat favorable aux investisseurs. Absolument. Et comme l'a dit monsieur le conseiller, cette campagne est une phase charnière, c'est-à-dire c'est le lancement d'un départ irréversible, d'une volonté irréversible vers vraiment le développement de l'agriculture mauritanienne. Et là, c'est clair, nous avons donc des business plans déjà tracés sur 3 ans pour 3 campagnes agricoles, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. Et là, donc, après, on travaille déjà sur ça. Et nous avons aussi réfléchi sur le long terme à développer, moderniser et pourquoi pas créer toutes les infrastructures nécessaires pour justement notre agriculture. Voilà, c'est un peu ça, la vision. Est-ce que nous pouvons revenir davantage sur justement le climat approprié ou le climat qu'offre aujourd'hui l'État mauritanien ou la Mauritanie pour encourager vraiment les investisseurs, pour créer un climat favorable à cet effet? Très bien, merci. Moi, je pense que de ce point de vue-là, il suffit juste de faire une rétrospective pour voir qu'est-ce qui a été déjà fait. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que depuis bien longtemps, l'État a encouragé tous les investisseurs pour investir dans l'agriculture, aussi bien irriguée que pluviale, aussi bien riziculture que céréaliculture traditionnelle, que le maraîchage. Pour cela, il faudrait voir quels sont les outils qui ont été mis en œuvre. La politique nationale d'encouragement de l'agriculture est passée par plusieurs étapes, mais il y a toujours eu une volonté, des efforts énormes qui sont fournis par l'État pour que les investisseurs en agriculture soient à l'aise et puissent réaliser leurs investissements sans accroc. Tout d'abord, l'État a procédé à une réforme foncière qui a permis à tout le monde de pouvoir investir dans l'agriculture et de produire dans de bonnes conditions. L'État a mis en œuvre des politiques d'aménagement et d'infrastructures structurantes pour l'agriculture, aussi bien sur les grands axes hydrauliques, sur le désenclavement, sur l'électrification. Il a mis en place un crédit agricole qui permet à tous les agriculteurs de subvenir à leurs besoins de campagne. Donc, il faudrait voir aussi ce qui a été mis en œuvre pour attirer les privés
pour investir dans d'autres filières agricoles que la riziculture, aussi bien le maraîchage que les cultures fourragères, que le blé. Donc, il faudrait voir tout dans sa globalité. Aujourd'hui, l'État est en train d'encourager l'extension des superficies agricoles pour avoir le maximum de superficies agricoles, mais il est aussi en train d'encourager l'extension verticale, c'est-à-dire la modernisation, l'amélioration des rendements et de la rentabilité, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'investisseurs privés qui se sont investis aussi bien dans les cultures de rente que sont la céréaculture, les fourrages et le blé, mais aussi dans les cultures maraîchères pour lesquelles notre pays connaissait un très grand déficit. Heureusement, cette année, nous avons connu une très bonne campagne maraîchère qui a permis de couvrir nos besoins pendant tout le mois de Ramadan, et qui continue d'ailleurs à produire jusqu'à aujourd'hui. Tous les périmètres continuent à produire des cultures maraîchères, des produits maraîchers qui sont là dans le marché. Et nous comptons l'année prochaine donc améliorer toutes ces filières, parce que sur les, je ne sais pas, 32 000 hectares de cultures rizicoles, cette année, nous comptons atteindre les 40 000 hectares. Sur les deux campagnes, ça va faire 80 000 hectares. Donc nous allons aussi améliorer les rendements, ce qui fait que nous comptons atteindre l'autosuffisance en riz si on ne la dépasse pas. Nous avons déjà amélioré l'année dernière les superficies en maraîchage, parce que nous sommes passés des 1200 ou 1300 hectares à 3000 hectares environ. Donc cette année, on s'est approché des 4000 hectares. L'année prochaine, nous comptons atteindre les 8000 hectares de superficie maraîchère à exploiter, et dans de bonnes conditions, parce que aussi les maraîchers vont bénéficier des appuis dont bénéficie la riziculture, aussi bien en intrants qu'en produits phytosanitaires. Sur les cultures pluviales, en année moyenne, on était autour de 100, 120, 125 000 hectares. Cette année, nous comptons atteindre les 220 000 hectares pour les cultures pluviales. Heureusement, comme j'ai dit, le ciel a été clément, il y a eu une bonne pluviométrie jusqu'à présent, et donc il y aura beaucoup plus de superficie à mettre en valeur. Pour le blé, c'est la même chose. Nous comptons aussi améliorer les superficies qui ne dépassaient pas les 1200 hectares pour atteindre peut-être les 4 ou 5 000 hectares avec les efforts particuliers. Pour ce qui est des cultures phénicicoles aussi, nous avons des objectifs assez conséquents. Les années de sécheresse précédentes ont mis à mal beaucoup de palmeraies et beaucoup d'oasis. Et avec les efforts qui sont fournis, nous avons déjà créé plus de 1400 hectares de palmeraies nouvelles et modernes. Donc ce n'est pas les palmeraies traditionnelles qui ne sont pas faites à la traditionnelle, mais des palmeraies modernes, productives et assez scientifiques. Et les efforts qui sont entrepris vont permettre de sauver 14 000 palmiers anciens qui étaient menacés par la sécheresse grâce à des forages qui vont être réalisés cette année. L'effort de modernisation de la phéniciculture nationale continue avec la création de palmeraies modernes. Nous avons maintenant des palmeraies standards dans toutes les zones phénicicoles du pays. Nous allons bientôt avoisiner les 2500 hectares. Et je pense que les cultures maraîchères, les cultures fourragères, autant pour moi, connaissent un essor énorme avec les précédentes années de sécheresse. Beaucoup d'éleveurs du secteur intensif et du secteur nomade font recours aux cultures fourragères qui sont produites sur la vallée, et ce qui fait que beaucoup de périmètres destinés aux cultures fourragères sont nés et sont maintenant productifs, et les superficies sont en nette progression,
ce qui fait que nous pensons que c'est une filière qui a atteint son niveau de maturité et que à l'avenir, elle va continuer progressivement pour constituer un levier de l'élevage national et de la production laitière surtout, mais aussi de la production de viande parce que beaucoup d'éleveurs maintenant font recours à ces cultures fourragères qui sont très intéressantes. Nous reviendrons tout à l'heure sur les différentes zones culturelles, mais avant de passer rapidement concernant le climat favorable, la Mauritanie a connu, enfin, ou connaît deux grandes lois relatives aux terres agricoles. Est-ce qu'il n'est pas temps un petit peu de renouveler ou de revoir les lois en profondeur justement pour mettre à profit justement ce climat favorable pour l'investissement? Bien, moi je pense que les lois sont du ressort du public. Le système juridique actuellement appliqué en termes de foncier constitue la référence nationale. Jusqu'à présent, elle constitue ce qui est appliqué dans tous les pays et je pense qu'à temps opportun, les pouvoirs publics vont procéder à l'amélioration de l'arsenal juridique nécessairement quand cela sera utile. Peut-on parler, M. Abdallah, de complémentarité entre les différentes cultures, les zones culturelles? Bien sûr. Tout d'abord, il faut dire qu'il faut surtout comprendre la loi foncière et son décret. Il faut les comprendre. Et je crois qu'ils sont toujours d'actualité et ils sont, à mon avis, ne constituent aucune contrainte, aucun frein au développement de l'agriculture et à l'accès aux fonciers. Il faut surtout les comprendre. Et je crois que d'ailleurs c'est une volonté aussi politique maintenant de sensibiliser les parties prenantes, les gens qui sont donc responsables de l'application et de la mise en œuvre de la loi et de son décret, de son contenu et comment donc il faut mieux l'exploiter et l'utiliser. Maintenant, pour la complémentarité, je crois que, vous savez, l'agriculture, en irrigué par exemple, on fait des cultures maraîchères, on fait de l'irrigué. On fait de la sériculture, c'est de la riziculture et des cultures maraîchères. En pluvial, on fait des céréales traditionnelles et du maraîchage. En oisien, on fait de la phéniciculture, c'est-à-dire de la production des dattes, et du maraîchage. Et je crois qu'il y a une complémentarité parce que même du point de vue pédologique, il est conseillé à faire des rotations pour justement améliorer la fertilité et conserver une bonne fertilité des sols. C'est-à-dire que si tu fais le riz, par exemple, on peut conseiller à l'agriculteur de faire peut-être une autre campagne avec une autre spéculation donnée, etc. etc. Maintenant, pour revenir un peu aux dispositions et aux mesures très importantes prises par le gouvernement et aux objectifs assignés à notre département pour cette année, je crois que l'objectif d'atteinte de la couverture des besoins en riziculture, c'est un objectif qui est réaliste d'ici les 2 prochaines années, c'est-à-dire à la fin 2025. Parce que cette année, la campagne qui est lancée, on projette produire 440 000 tonnes de riz paddy, ce qui représente un taux de couverture de 92%. Alors qu'on voyait donc il y a une évolution par rapport à l'année passée. Et aussi, comme l'a dit mon collègue, on part de 21% pour les céréalicultures à un taux de 47% pour l'année prochaine, pour cette année, pour cette campagne. Le maraîchage aussi, on a un objectif très ambitieux. Et aussi bien un produit pour les dattes. Et vous savez, les cultures fourragères, vous savez, on est obligé actuellement de changer de mode de transhumance. On ne peut pas, la transhumance transfrontalière n'est pas aussi facile que ça dans le contexte actuel. Et l'élevage, on ne profite pas de notre richesse animalière, c'est-à-dire on ne profite pas de notre richesse en matière de vaches, de lait plutôt et de viande. Quand on change petit à petit le mode d'élevage, on en profite. Et ça, c'est l'agriculture, c'est les cultures fourragères qui vont donc aider à
atteindre cet objectif-là. Et donc, l'interdépendance entre les différents systèmes de culture, nous, notre objectif, c'est quoi? Diminuer la pénibilité au niveau du système traditionnel. Un ménage, par exemple, qui cultivait 1 hectare et qui n'a récolté que 400 kg, par exemple, nous voulons que ce ménage-là met en valeur à peine 400, c'est-à-dire 0,4 hectares, et en produit 3 fois ou 4 fois ce qu'il en produisait d'1 hectare. Et comment? Les semences, tout de suite, on a acheminé déjà plus de 1000 et quelques tonnes de semences, et 600 tonnes vont être acheminées la semaine prochaine, des semences donc de qualité. Travailler l'introduction de la mécanisation, protéger les cultures, assurer une irrigation complémentaire quand, pour ces cultures de décrue, quand les décrues s'assèchent complémentairement par l'irrigation complémentaire, et donc moderniser, encadrer, augmenter la densité pour la plantation. Donc tout un paquet, tout un itinéraire technique à suivre, justement, pour justement réduire la pénibilité, augmenter la rentabilité et faire de cette activité une activité économiquement rentable qui va améliorer les conditions de vie de la population et qui va fixer, créer des opportunités d'emploi, créer des activités génératrices de revenus en milieu rural et inverser un peu le flux migratoire. C'est un peu ça, c'est notre objectif. Mais quand peut-on, en termes de chiffres, quand peut-on espérer vraiment cette autosuffisance alimentaire? Je vous ai dit que pour le riz, si les 3 prochaines campagnes, à la fin de ces 3 prochaines campagnes, on va être pratiquement à notre autosuffisance, si peut-être même avant. Pour les autres cultures? Pour les autres cultures, tout dépendra des autres cultures. Il y a encore beaucoup de variables. C'est-à-dire, surtout pour les cultures traditionnelles, la variable essentielle maintenant, c'est la pluviométrie. Même si on a multiplié par 5, c'est-à-dire on a évolué de manière exponentielle en matière de construction de barrages, d'entretien de barrages, de construction d'ouvrages, on reste malgré tout dépendant plus ou moins de la pluviométrie. Mais je crois que si on évolue de 21% de l'année passée à 47% cette année, et avec une projection de ce niveau-là, je crois que dans 5 années, on sera peut-être autosuffisant en céréaliculture. Maintenant, pour le maraîchage, il y a la production, mais il y a aussi les infrastructures de conservation, de stockage et de transformation qui sont donc, il y a des chantiers, il y a des objectifs de construction de ces infrastructures qui sont fixés au cours de ces 3 prochaines années, qui vont aider justement, vous savez, l'autosuffisance en maraîchage, je l'ai dit entre guillemets, nous par exemple, si on arrivait à bien conserver ce qu'on produit déjà en contre-saison froide, ça peut nous donner déjà, actuellement, ça peut nous donner déjà une couverture pour 6 mois jusqu'à 7 mois de l'année. Ça veut dire que si on évolue vers travailler l'aval de la production en construction horticole, c'est-à-dire les magasins, des centres de conditionnement, des centres de conservation, travailler sur la qualité, la productivité, augmenter la productivité, chercher des semences à grande rentabilité, c'est-à-dire à haute potentialité, je crois qu'il est logique, à mon avis, il est logique de se projeter et atteindre des objectifs en matière d'autosuffisance alimentaire pour les principaux produits maraîchers dans cet horizon de 3 à 4 années, 5 années. Maintenant, nous devons mettre beaucoup d'efforts justement pour transférer le paquet technologique et développer ce qu'on appelle la recherche et développement, c'est-à-dire suivre la recherche et développement, c'est-à-dire que nos producteurs soient au diapason, que nos vulgarisateurs soient au diapason d'évolution technologique. Actuellement, il y a des variétés de la tomate, on peut produire jusqu'à 120 tonnes à l'hectare. Et nous, on est encore à 18 tonnes, 20 tonnes dans les conditions les meilleures. Donc, vous voyez, donc il y a une marge que nous pouvons gagner qui peut conduire à l'atteinte de nos objectifs. Et tout ceci fait partie justement de ces objectifs fixés par cette nouvelle campagne? Bien sûr. Nous avons des objectifs très clairs fixés par cette campagne. Donc, comme vous avez dit, nous allons mettre en valeur 8000 hectares. Et bien sûr, donc, il y a certaines variétés telles que la tomate,
les oignons, l'aubergine. Il y a des variétés, vraiment, on va connaître une évolution très nette de notre taux de couverture. Maintenant, comme je t'ai dit, il faut qu'on soit au diapason des techniques. Il y a la maturité biologique, il y a la maturité commerciale, il y a la maturité de consommation. Nous, il ne faut pas que nos producteurs attendent jusqu'à ce qu'il y ait la maturité de consommation pour récolter ce qu'ils récoltent. Justement, comment fait-on aujourd'hui pour atteindre justement cette maturité de consommation au niveau de la communication également, pour que les Mauritaniens consomment justement les produits qui sont faits chez eux ici, cette confiance aujourd'hui. Comment vous faites pour la communication? Mais nous avons, vous savez, nous avons un programme de communication très ambitieux. Nous avons le programme hebdomadaire ici à la télévision, on communique, et puis nous avons des fiches techniques, nous avons des ateliers de formation, nous avons des centres de formation pour les producteurs, et nous avons aussi des animateurs qui animent, qui forment les gens pour justement dire quand est-ce qu'il faut récolter, comment il faut stocker, comment il faut mettre, et tout le process. Tout le process est vulgarisé et diffusé maintenant. Diffusé, ça veut dire diffusé par nos agents. Alors dites-nous, à quelle autre adaptation et mutation aujourd'hui les agriculteurs mauritaniens doivent-ils se préparer, hormis cette préparation au niveau de la communication, au niveau de la consommation, du consommable aussi? Merci. Tout d'abord, il faudrait bien que les choses soient très claires. Parce que, comme je l'avais dit plus tôt, il faudrait travailler sur tous les aspects. Le premier aspect sur lequel on travaille, c'est bien sûr l'implication de tout le monde. C'est-à-dire que nous avons le secteur des agriculteurs traditionnels, nous avons les agriculteurs nouveaux et nous voulons attirer le maximum d'agriculteurs. Pour cela, il faut préparer les conditions de l'exploitation optimale de toutes les superficies. À titre d'exemple, comme il disait dans le maraîchage. Dans le maraîchage, cette année, nous espérons mettre en valeur 650 hectares nouveaux. Donc par rapport à ce qui existait l'année précédente. Effectivement, ces superficies-là comptent une partie d'anciens périmètres qui étaient abandonnés, d'anciens agriculteurs qui avaient à un certain moment cessé de faire de l'agriculture, mais il y aura une grande partie, plus de 400 hectares, de nouveaux périmètres qui vont être mis en valeur par de nouveaux producteurs maraîchers. Ça, c'est l'amont de la production. Il y a la production elle-même et les techniques de production, comme nous mettons en œuvre un programme national d'intrants qui va permettre l'acquisition de tous les intrants de qualité, c'est-à-dire les semences améliorées ou les semences hybrides, c'est-à-dire des semences à haut potentiel de rendement, des engrais adaptés aux cultures maraîchères, parce que pendant les années précédentes, on utilisait le même type d'engrais pour le riz que pour le maraîchage. Aujourd'hui, il s'est avéré que pour le maraîchage, il faudrait des catégories spécifiques d'engrais qui permettent d'avoir des rendements assez élevés. La même chose pour la protection des cultures aussi. Les systèmes de production différents requièrent des protections différentes. Et donc, cette année, le système de protection des cultures maraîchères va connaître une modification du système de protection. Mais aussi, comme Abdallah l'a dit, en aval de la production, il y a tout l'arsenal qui va être mis en place. Il y a les techniques de post-récolte, donc il faudrait bien que la production soit valorisée, c'est-à-dire qu'elle acquiert une valeur nouvelle, parce qu'il faudrait faire le triage, il faut faire le nettoyage, il faut faire le calibrage pour pouvoir avoir des qualités différentes de produits, mais aussi il faudrait investir dans les infrastructures de conservation, de stockage et de transformation des productions. Ça, ce ne sont pas juste des mots qu'on dit. Ça, c'est un arsenal qui est mis en place parce qu'il faudrait accompagner les différents privés qui sont décidés à s'investir dans cette dynamique.
il faudrait leur octroyer les facilités nécessaires, il faudrait les accompagner, il faudrait leur permettre d'avoir toutes les autorisations nécessaires, il faudrait leur permettre d'avoir les terrains pour s'installer. Donc il y a tout un arsenal d'accompagnement qui va permettre justement de mettre en place les conditions nécessaires pour l'essor de l'agriculture. Ça, c'est valable aussi bien pour la riziculture, pour les cultures maraîchères, pour les cultures pluviales, que pour le blé ou le forage, D'accord. et ainsi de suite. Alors, un dernier mot rapidement, hein, parce que le temps nous rattrape. On me signale déjà que j'ai un petit peu abusé de mon temps. Alors, si vous avez quelque chose à rajouter rapidement avant de clore notre émission, allez-y. Bon, moi, je voudrais juste rappeler que l'initiative de mobilisation nationale en faveur de l'agriculture qui est lancée cette année avec toutes ces différentes activités qui vont être réalisées doit être une véritable initiative de mobilisation nationale pour laquelle tout le peuple doit être concerné. Tout le monde doit y contribuer par ses moyens, aussi bien la presse, que vous êtes, que les secteurs publics et privés nationaux, que les agriculteurs dans leur terroir, que les populations. Tout le monde doit contribuer à l'essor de cette agriculture nationale. Le premier point sur lequel on doit surtout insister, c'est la préservation des infrastructures qui ont été réalisées par l'État. Nous sommes en droit de regretter que nous avons rencontré beaucoup d'infrastructures qui ont été mises en œuvre par l'État pendant plusieurs années et qui sont aujourd'hui abandonnées. Il s'agit de grandes digues, de barrages, de magasins de stockage, de beaucoup d'infrastructures, aussi bien dans le secteur irrigué que dans le secteur, surtout dans le secteur pluvial, qui ne sont pas exploités. Et ça, c'est regrettable. Ouais. Donc, nous lançons un appel à l'endroit de ces populations de s'organiser et de s'organiser dans des cadres assez officiels, des comités de gestion, des associations villageoises pour gérer ces infrastructures et pour les exploiter surtout dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Une seconde. Oui, allez-y. Rapidement, il a été compris. Seulement, moi, j'ai des choses que je dois dire. Tout de suite, à mon avis, pour booster, consolider les efforts publics, je reviens à ce que l'émergence du secteur privé par des partenariats tripartites est nécessaire pour développer des projets structurants d'envergure. Ça, c'est de deux. Pour revenir un peu à la réglementation de la gestion des ouvrages et tout cela, je vous dis que le ministère travaille à l'opérationnalisation de la loi d'orientation agropastorale. Et il y a des décrets pour justement définir les obligations de toutes les parties prenantes pour la gestion des ouvrages collectifs, pour ne pas justement tomber dans les erreurs du passé. Ces décrets donc sont déjà élaborés. Nous allons opérationnaliser cette loi d'orientation agropastorale. Je termine par un mot, c'est que l'agriculture, on n'a pas d'autre choix. Le seul choix que nous avons, c'est de développer notre agriculture. Je termine quand même par un chiffre que l'objectif de cette année, en plus des objectifs de production, les activités qui seront menées vont permettre la création de plus de 50 000 emplois en milieu rural. Merci beaucoup à vous, M. Abdellahi ou le Baba Ziyad. Je rappelle que le directeur de la planification, des statistiques, de la coopération et du suivi évaluation. Mais merci également à vous, M. Mohamed Ahmed Bennan, conseiller technique du ministre de l'Agriculture chargé du SILS. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt sur El Mauritania.